sorte qu'il soit pour les investisseurs pérenne, c'est très important. Donc, on est souvent vu comme une source de coût, mais en fait, on est un investissement. Et on est là pour répondre à vos questions et on a une très très beau photo ce soir. Ouais, merci beaucoup de l'accueil. À toi et à ton équipe. À ton goûter cocktail. Écoute, on verra ça tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. On va commencer. Allez-y, il y a plein de places. Avec Pierre de chez XI. Il y a peut-être certaines personnes qui ne connaissent pas XI ici, mais c'est une entreprise technologique phare dans les services connectés de l'automobile. Et donc, ils ont plein de choses, tu as plein de choses à nous présenter, à nous dire sur ce qui se passe aujourd'hui chez XI, quelle est votre direction, quelles sont vos offres. Ok, donc à toi, Elisabeth. Ça marche. Merci beaucoup. Ce qu'il faut, c'est commencer. Alors, dans les propos introductifs, il y avait, on a parlé de use case, on a parlé de gestion de flotte, on a parlé de voitures autonomes, etc. Mais pour faire tout ça, il faut de la data. Il faut collecter cette data-là. Elle n'apparaît pas machinalement. Alors qu'on avait dans un écosystème constructeur, le constructeur travaillant pour lui, il arrive à récupérer cette donnée-là, mais ce n'est pas automatique. Et on est dans un environnement diablement complexe que la data liée à la mobilité. Je ne parlerai pas de la CNIL tout à l'heure, la partie privacy sera évoquée et on fera mieux que moi. Mais on est dans un environnement complexe, avec des financements complexes, puisqu'à un moment, il y a quelqu'un qui doit payer cette collecte de data, et cette donnée-là, on doit la traiter. Alors, il y a plein de manières de la traiter, il y a plein d'usages, et le monde de la data, c'est un secteur, alors l'IoT, il arrive depuis 10 ans, on le sent venir, on le voit venir, il y a quelque chose. Le monde de la mobilité, on le sent venir, il y a quelque chose. Aujourd'hui, c'est de la data dans la mobilité, et c'est des données abyssales. 270 millions de trajets par jour, c'est abyssal. 350 millions de voitures en Europe, c'est important. Et on ne parle pas du monde, on ne parle pas encore aussi des pays en émergence ou dans lesquels la voiture est un facteur de développement. Une voiture, c'est 10 gigaoctets de données par jour. 10 gigaoctets de données. Alors heureusement, on ne remonte pas dans le cloud 10 gigas de données par jour, parce que là, je ne vous raconte pas l'état des serveurs. Même Google aurait certainement quelques soucis à se poser. Mais ça veut dire qu'on est dans un écosystème de données extrêmement riche. Et j'aurais tendance à dire que le problème, c'était mais qu'est-ce qu'on peut faire de cette donnée-là? Alors nous, on vient du monde de l'entretien-réparation. XI, ça a été créé par Stéphane Derville, de la famille Derville, qui a créé Mobivia. Mobivia, c'est Neuroto, c'est Midas. Donc en 2012, notre réflexe, c'était de se dire, nous, on va collecter de la donnée, et cette donnée-là, on va favoriser l'entretien-réparation. Ah bah tiens, on va prédire des cas de panne. On va prédire la panne de la batterie. Super simple, hop, on fait des algorithmes, on sait que la batterie va tomber en panne, on envoie un message à l'usager lui disant attention, changez votre batterie. Et puis là, je peux vous dire que si on match, le mec il est content parce qu'il dit je suis pas tombé en panne. Et puis si le mec est tombé en panne, je peux vous dire que la fois d'après, quand il recevra une alerte comme quoi sa clim va tomber, il va se dépêcher d'aller la faire réparer. Pour autant, on a constaté que c'est un écosystème très hétérogène. Même dans une voiture qui est une 208 par exemple, la même 208 peut ne pas parler de la même manière parce qu'il y a une partie des composants qui ont été fournis chez Valeo, une autre chez Faurecia. Un exemple un peu trivial, mais une 208, une 207, une 308, etc., même dans le même constructeur, ne va pas avoir des données qui parleront, qui seront interprétées de la même manière. À la fin, c'est toujours un litrage d'essence dans un réservoir. À la fin, c'est toujours une vitesse. À la fin, c'est toujours une vitesse de eau. Mais ce n'est pas forcément situé au même endroit dans le buscan du véhicule. C'est multisource. On peut avoir des boîtiers indépendants, on peut avoir des boîtiers propriétaires, on peut avoir même un constructeur qui met à disposition de la donnée. Par contre, le constructeur, il mettra à disposition de la donnée PSA, s'il est PSA, ou Renault, s'il est Renault. Donc, tous les parcs ne sont pas exclusifs PSA ou exclusifs Mercedes, excusez-moi si c'est ce type de marque, mais il faut donc être multimarque. Il faut pouvoir proposer de la donnée, quel qu'elle soit, le véhicule utilisé, que ce soit sur des voitures, des camions, des motos, des trains, etc. Et après, beaucoup de données, d'accord. Après, il faut la rendre accessible. Si c'est pour la rendre accessible le soir quand on arrivera sur son réseau Wi-Fi,
dire à la personne que son comportement de conduite est accidentogène, c'est peut-être un peu tard. C'est certainement à 8h30 du matin, quand le mec est en retard à son rendez-vous, qu'il appuie un petit peu trop sur l'accélérateur et qu'il pleut, que la rue est déjà accidentogène et qu'en plus il y a des feuilles mortes à cause de la saison. Bon, bah, tout ça, ce sont des données à agréger, à traiter en temps réel pour qu'un assureur puisse dire attention, tu as tous les risques pour un accident. Quel est l'objectif d'un assureur? C'est de diminuer son risque. S'il y a moins d'accidents, il y a moins de prise en charge. Donc il peut potentiellement augmenter sa marge, sauf qu'il ne le sait pas, c'est une promesse sur laquelle il ne sait pas encore s'il peut s'engager. Il n'y a pas de retour d'expérience. Donc c'est compliqué. Pour autant, on a un marché qui mature de plus en plus. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, je veux le digitaliser. Ma maison connectée, ma voiture connectée, ma montre connectée, mon téléphone, j'en parle pas. Des acteurs de plus en plus nombreux. Il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 2012, 7 ans, ça passe vite. On était quelques-uns. Aujourd'hui, des fabricants de matériel connectés, il y en a de plus en plus sur des devices de voitures, des acteurs de la mobilité, de la gestion de flotte, de la maintenance, de tous les secteurs qui vont toucher la filière aval automobile s'intéressent à ces données-là. Donc il y a de plus en plus d'acteurs, de plus en plus d'offres, des consommateurs qui sont soulagés ou qui ont des craintes, donc parfois une résistance, et une quantité d'informations qui est très hétérogène. Et des chaînes de valeur qui sont complexes, hein, avec des spécialités. On va parler d'électronique, on va parler d'informatique embarquée, on va parler de serveurs, on va parler de front-end, de back-end, de device, d'océans de données. Donc des métiers qui sont de plus en plus précis. Alors là, on peut remercier ou profiter également l'écosystème de l'IoT qui vient également nous enrichir dans notre fourniture. Nous, on s'arrête à la distribution de données, les API. Notre métier consiste à collecter de la donnée sur des véhicules et de la rendre disponible. Au début, notre métier, c'était entretien-réparation. On venait de Norauto, Midas. C'était plutôt logique d'aller vers ce type de sujet. Puis on a eu une levée de fonds. Une belle levée de fonds avec Bridgestone, avec Total, Coffee également, qui nous ont rejoints et qui nous ont aussi donné une autre dimension. Il n'y a pas que l'entretien-réparation. Il y a également d'autres environnements. Quel est votre savoir-faire? Nous, notre savoir-faire, c'est de se connecter à quelque chose qui bouge et de savoir interpréter les signaux. Dans quelque chose qui bouge, il y a des capteurs, sinon il ne bougerait pas. Et quand on parle de voiture autonome, c'est encore plus. La voiture autonome n'est pas forcément connectée, elle l'est souvent par contre. Mais savoir collecter ces données, c'est un savoir-faire fort. Est-ce que le téléphone du conducteur de la voiture suffit? Est-ce qu'on veut savoir quelle est la vitesse des roues? Quel est l'impact de la vitesse des roues dans un virage? On a Bridgestone au capital, je ne répondrai pas forcément à la question, je te laisserai. Mais une fois qu'on a cette donnée, qu'on l'a collectée, qu'on l'a envoyée dans le cloud, il faut la traiter. Ça aussi, c'est un savoir-faire particulier. Dans le monde de l'IoT, c'est des milliers et des milliers de données qui circulent. C'est un savoir-faire que de réussir à les emmagasiner, à les stocker, à les rendre accessibles dans des temps de traitement qui sont très très courts. On disait tout à l'heure que l'éco-conduite, que de la prévention, de la prédiction d'accidents, etc. Il faut que l'information arrive au bon moment. Si on l'envoie 3 jours après, ça n'a aucun sens. Être en capacité de répondre à ces problématiques-là, c'est quelque chose de plus simple. Et les rendre homogènes surtout, parce que quand on voit un parc automobile français ou européen, c'est tellement large que savoir réussir à coordonner et faire en sorte qu'à la fin ça fasse 56 litres sur un réservoir, c'est facile à dire, 56 litres sur un réservoir, mais quand on a autant de voitures, autant de marques, autant de spécificités, il y a un vrai métier qui est derrière. Donc derrière le lab, libérer le potentiel des données, et Aizen, la rendre disponible. Alors, collecter des données, les exploiter, les traduire et connecter des véhicules spécifiques, parce que là encore, il y a des environnements métiers. Quand on est un logisticien spécialisé dans le froid, ce qui nous intéresse, c'est ce que l'arrière de mon camion, le milieu de mon camion et le devant de mon camion est bien à 4 degrés. Si je suis à 10 degrés et que je transporte des denrées sensibles, je ne respecte plus la chaîne du froid. Et cette information-là, je dois la savoir avant de livrer à mon magasin. Parce que si, une fois que j'ai livré, je me rends compte, oui, non, tiens, on a dépassé une demi-heure les températures minimum. Il faut faire des retraits de vente. Et les retraits de vente, c'est représenté. Donc finalement, avoir ces garanties-là en temps réel, si on est passé hors de ces délais-là, on ne livre pas la marchandise et ça évite des dommages.
Et c'est là, une fois qu'on a ces données, qu'on est capable de les traiter en temps réel ou pas en temps réel, en fonction de la problématique métier à laquelle on va être confronté, qu'on est capable de réduire le coût de possession du véhicule, de le géolocaliser. Où sont mes collaborateurs? Tiens, on est en demi-finale de la Coupe du Monde de football, j'ai plus personne qui répond au téléphone. Nous, on a des clients qui ont cette problématique-là. C'est arrivé cet été, c'était un grand stress dans la société, parce que pendant quand les matchs de l'équipe de France commençaient, il n'y avait plus de véhicules qui bougeaient. C'était drastique, hein. On avait nos outils de gestion et bam, ça tombait. Avec des artisans, des patrons, qui avaient des interventions qui étaient prévues, qui n'étaient pas réalisées. Où étaient les collaborateurs? Alors après, il y a la CNIL. Le collaborateur, il a une vie privée, etc. Mais il y a aussi des heures de travail. Après, on peut faire des co-conduites, surveiller l'état des roues. Un véhicule qui circule, une administration qui dit « moi je veux diminuer mon accidentologie », je veux pouvoir avoir une visibilité sur l'évolution de mon tapis de chaussée. Et donc toutes les fréquences de vibrations qui sont emmagasinées par des instruments de mesure nous permettent d'évaluer le vieillissement de la chaussée. Prédiction de panne, le comportement de conduite, etc. Je ne sais pas combien de temps je suis. J'ai encore quelques minutes. Et donc une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, qu'on sait quelles données on veut collecter, qu'on sait de quelle manière on va collecter cette donnée-là, et qu'on sait la rendre disponible pour l'utiliser, alors maintenant on peut rentrer dans des cas, des processus métiers. Midas, ils font quoi? Ils ont créé un outil de gestion de relation, un outil de suivi de la relation client pour entretenir un lien. On ne va pas chez Midas tous les jours, on va chez Midas une fois par an, 2 fois par an éventuellement. Donc il faut continuer à entretenir ce lien dans des entreprises où c'est pas quotidien, on fait c'est toutes les semaines, mais entretenir sa voiture, et bon on le fait souvent quand on est tombé en panne. La problématique de Midas, c'est que quand la panne est trop forte, bah, c'est plus chez Midas qu'on va, c'est chez Peugeot. Comment je peux anticiper une panne qui irait chez Peugeot pour augmenter mon chiffre d'affaires chez moi? Bah, c'était tout l'enjeu de la voiture connectée dans lequel ils sont allés. La Smart City, on fait des enquêtes ménage tous les 4 ans, parce que ça coûte très cher. Si on pouvait avoir une enquête ménage en temps réel, on est capable de mieux dimensionner une voirie, d'évaluer des politiques publiques, un changement de sens de circulation. Quel est l'impact? Est-ce que je dois attendre 4 ans pour savoir si j'ai bien fait de changer mon sens de circulation, ou est-ce que je veux savoir comment ça a évolué dans les semaines qui suivent? Est-ce que mes gens passent plus de temps en voiture? Est-ce qu'ils sont moins nombreux en voiture? Est-ce que finalement les transports publics sont performants? Tout ça, c'est des données qu'on est capable d'analyser pour ensuite faire de la prédiction de bouchons, par exemple. Ah, tiens, partez pas. Là, on sait que tous les phénomènes qui font que ça va être bouché sont en train de se produire. Donc si vous partez maintenant, vous allez tomber dans un bouchon, donc prenez une demi-heure, parce que de toutes les manières, ça ne changera pas votre heure d'arrivée. Tout ça, c'est des choses qu'on est capable de faire également une fois qu'on a ces données. La gestion de flotte, la logistique. J'arrive sur un magasin, ah ben, j'appelle la personne qui va m'accueillir, j'attends 3 minutes parce qu'on n'a pas 3 minutes. Quand c'est un magasin, il faut gérer ses stocks, il faut gérer ses données. Donc il faut que quand le camion arrive dans un cercle, eh bien, tout soit prêt, le quai à disposition, aider le chauffeur tous ces derniers mètres pour savoir quand il va s'arrêter, sinon il descend de son camion, il va mettre une palette derrière, il va écouter si la palette tombe quand il recule, c'est du temps perdu, inutile. On est capable également il faut s'adapter à des écosystèmes nouveaux. La voiture électrique, ce sont également des écosystèmes nouveaux qui répondent à des règles particulières qu'il faut mesurer pour pouvoir évaluer. Ou la sécurité des voiries sur les autoroutes, notamment avec Vinci, on va être capable d'identifier les interventions qui sont faites sur la chaussée. Est-ce qu'on a bien surveillé l'ensemble des chaussées, ou est-ce qu'il y a des portions sur lesquelles on n'a pas fait de surveillance? Est-ce qu'il y a des portions sur lesquelles on n'a pas mis de sel? Ah ouais, tiens, on a oublié de mettre du sel sur la portion numéro 4. Vous imaginez le truc en hiver? Catastrophe. Voilà un petit peu les use cases qu'on va voir autour de la donnée. On a été créé en 2011. Aujourd'hui, on est 25 collaborateurs passionnés de mobilité, de data, de digital, avec une forte croissance. Et c'est vrai qu'avant, on était très orienté utilisateur final. On avait une application, on pensait que tout le monde allait connecter sa voiture. Et en fait, tout le monde ne connecte pas sa voiture. Pour autant, on a des acteurs majeurs de l'industrie française et européenne qui ont besoin de données pour évaluer des problématiques métiers ou des éléments de politique publique. Et c'est là-dessus que le virage qu'on a pris il y a quelques mois maintenant va se focaliser. Quelles données on va libérer pour servir quels besoins, métier ou public. Voilà ce que j'avais à dire.
jeu de questions-réponses maintenant. Ah oui. Sur le sujet. Plus dur étant la première. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez vous présenter rapidement et puis poser la question. Excusez-moi, Michel Le Porcher, Data Engineer, c'est chez Renault. Chez Renault. Oui. Digital Business One. J'ai une question. Aujourd'hui, si on installe un pipeline de données entre la voiture et une cible, ça coûte combien par véhicule par an? Parce que j'essaie de trouver le use case, le financement. Tout est une question de combien de données je transfère. Si on transfère 10 gigas de données par jour, ça va coûter une fortune. Est-ce que j'ai besoin de 10 gigas de données par jour? Non. Nous, dans nos outils, je dirais classiques, on considère que nos abonnements, au final, chez le client, qui permettent d'avoir l'abonnement télécom, le stockage des données, le traitement de données et le paiement des collaborateurs qui travaillent là-dessus, on est à 2,50 € par mois et par véhicule. Donc ça nous fait 30 € par an à la louche. Mais c'est sur un use case de data assez light. Un spécialiste du pneu, un Bridgestone au hasard, voudra peut-être des données beaucoup plus fines sur un certain nombre de données. Et sur quelques véhicules, il préférera avoir des gigas de données pour évaluer. Et après, sur des millions de véhicules, d'avoir très peu de données, mais sur lesquelles il va pouvoir faire des statistiques. Donc, j'ai un peu de mal à répondre à votre question, mais ça va dépendre de l'usage qu'on va en faire. Après, il y a quelle data on envoie dans le cloud et quelle data on traite dans la voiture. On peut se dire, bah, j'ai 10 gigas de données, je vais traiter ces données en local et puis je ne vais envoyer dans le cloud que des alertes. Et là encore, on diminue aussi le nombre de données. Ou ne parlez que des changements d'état. Je mets mon clignotant, on n'envoie pas 1 quand la lumière est allumée et 0 quand la lumière est éteinte. Non, on envoie 1, ça s'allume, et puis on enverra 0 quand on va éteindre le clignotant. Aujourd'hui, dans votre business, qui sont vos clients principalement? Aujourd'hui, nos clients principaux, bon, notre plus gros client, c'est l'entretien-réparation, mais pas que Noroto et Midas, mais également Speedy et d'autres acteurs de garages indépendants notamment, parce que c'est notre partie historique. Mais aujourd'hui, des acteurs comme Le Relais, comme voilà. Donc on trouve beaucoup dans le monde de l'automobile. Ça, ce sont des acteurs historiques de nos partenariats. Des acteurs comme EDF sur des activités de R&D pour mieux comprendre les problématiques liées aux véhicules électriques, Transmart, parce qu'on étudie des Renault, des Toyota, de tout ça, et on essaie de créer des algorithmes propres à chacun d'eux, parce que l'objet d'EDF, c'est de vendre de l'électricité. Et comment il va pouvoir mieux vendre de l'électricité à des propriétaires de véhicules électriques? C'est de mieux comprendre les comportements de batterie et les usages qu'ils vont aller voir sur ces véhicules-là. Donc une grosse activité de R&D chez eux là-dessus. Des acteurs comme Vinci pour avoir une meilleure cartographie, et leurs confrères, bien entendu, avoir une meilleure cartographie des actions qui sont faites sur les autoroutes, ou des acteurs de la logistique qui vont vouloir optimiser leur gestion flotte. Bertrand Nourri, Transnet, vous m'entendez tout à l'heure. Il n'y a que de la data mobile ou il y a aussi de la data issue d'infrastructures que vous traitez? Nous, on traite essentiellement de la data mobile. Vinci, typiquement, est plutôt intéressé à ce qui passe sur son infrastructure qu'à délivrer de la data que vous puissiez utiliser par ailleurs. Ouais, aujourd'hui, on va dans ce sens-là. Pour l'instant. Pour l'instant. Complètement. Kadir Raffin, journal de l'automobile. Je crois que vous vouliez aller plus loin dans l'accompagnement de l'automobiliste pour faire quasiment un assistant du quotidien. Où en êtes-vous de ces projets? Alors, nous, on a considéré que c'était plus notre métier. Nous, on a voulu faire du B2C, et on se rend compte, c'est pas qu'on ne faisait pas bien, c'est que nos clients le font. Midas parle au B2C. EDF parle aux particuliers. BNP Paribas parle aux particuliers.
Et donc, quand on parle aux particuliers, on fait un peu une concurrence déloyale à nos propres clients. Donc, on a jugé qu'on avait plutôt vocation à accompagner nos clients dans la collecte de leurs données pour leur permettre de sublimer leur métier. Un assureur parlera mieux d'assurance qu'eux. Un équipementier automobile parlera beaucoup mieux du comportement de conduite quand il fait des pneus que nous. Quelqu'un qui va fabriquer des moteurs parlera beaucoup mieux de consommation ou d'optimisation des consommations que nous. Et donc on va travailler avec des experts sur chacune des thématiques et nous, on va collecter la donnée, on va la mettre dans un écosystème, on va la rendre fiable, parce qu'un réservoir d'essence, s'il est comme ça ou s'il est comme ça, il n'a pas la même valeur. Il doit être à plat pour avoir la valeur exacte de son trajet. Donc on va pouvoir l'accompagner là-dessus pour que lui puisse ensuite proposer son job et mieux le faire. Sur la partie éco-conduite par exemple, on va travailler avec des gens dont l'éco-conduite est le métier. Et agréger nos API, améliorer nos API pour que nos clients puissent, je dis nos clients, c'est les clients de l'écosystème, nos confrères font leur propre gestion, mais en tout cas nous c'est comme ça qu'on fait. Pour garantir toujours la meilleure donnée, le meilleur usage de la donnée, c'est d'aller chercher cette donnée-là chez ceux qui sont plus capables de travailler. Sur la prédiction de panne de batterie, on va travailler avec Tenmi+, qui est une filiale de Google, sur le traitement de la data, du big data. Bon, il n'y a rien de mieux que de travailler avec des filiales de Google qui ont cette expertise, cette habitude de créer des ABAC et de se dire, voilà, on a 95% de confiance sur cette ABAC-là. Sur la partie justement reverse engineering et on va dire tous les nouveaux modèles qui arrivent en permanence et qui sortent auxquels vous êtes obligé de réagir, sur les 25 personnes, ça représente combien d'énergie que vous dépensez? Alors nous aujourd'hui on a 2 personnes qui à temps plein font que du reverse de véhicule. Dès qu'il y a une nouvelle voiture qui sort, malheureusement les constructeurs ne donnent pas les plans. On aimerait bien, ça nous aiderait. Mais aujourd'hui il n'est pas dans la culture d'aucun constructeur que de rendre public leurs données, et on comprend. Donc on a 2 personnes qui ne font que d'ouvrir des portes, fermer des portes et de voir qu'est-ce qui bouge dans l'électronique du véhicule, et on arrive à les traduire comme ça. Après, ces 2 personnes-là, elles disent juste à des électrotechniciens, ah bah tiens, sur tel élément de la voiture, j'ai identifié ce qui bouge, et donc tu pourras aller chercher à tel endroit. Et donc là, on va modifier, alors, on modifie généralement rarement notre hardware, ça va être une modification firmware, dans laquelle on va dire, bah, quand ce bit-là change, eh bien, ça veut dire que la porte est ouverte. Et après, c'est les informaticiens qui, donc lui, il a changé le firmware, il a su le lire sur les faisceaux électriques de la voiture, et il va les envoyer sur une adresse dans le cloud. Là, on a nos équipes informatiques. Donc là, la partie firmware embarquée, électronique embarquée et informatique embarquée, on est sur 5-6 personnes à peu près. Et après, c'est la partie Aizen, donc traitement de data qui récupère le bébé. Là, on va avoir 5 personnes qui récupèrent la donnée, la sécurisent. On récupère que des points GPS. On récupère pas une trace, donc il faut en faire une trace. Il faut la timestamper. Il faut timestamper tous les éléments qu'on va recevoir, que ce soit l'ouverture des fenêtres, l'activation des freins, et tout ça, ça doit être synchronisé pour que l'information d'un instant T soit vraie. Et après les rendre disponibles de manière sécurisée, en étant privacy by design, notamment sur l'évolution de la RGPD, etc. Concrètement, vous les récoltez comment? Vous les collectez comment, les données? Alors il y a plusieurs méthodes. Historiquement, on a un boîtier qui est parmi les meilleurs boîtiers du monde, évidemment, qui est haut de gamme. On a 2 lecteurs de Buscan, on a un port série, on a un capteur analogique, on a du Bluetooth, on a de la 4G, on a une centrale d'inertie, on a un accéléromètre, un gyroscope, on a un CPU, du stockage. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent on ne sait pas faire mieux à ce prix-là. Effectivement, notre but c'est pas de marger sur ce device. On a un device qui est pas cher parce qu'on ne marche pas là-dessus. Nous, notre job c'est pas de vendre du device, notre job c'est de vendre de la data. Donc ce boîtier-là c'est le meilleur du monde parce que après il est haut de gamme. Et tous nos clients n'ont pas besoin d'un boîtier haut de gamme. Parfois on a besoin que de la géoloc. Bon dans ces cas-là on va voir chez des fabricants de boîtiers de géoloc, 12 volts ou 6 volts ou 24 volts en fonction de l'usage,
pour correspondre aux besoins de mon client. Si mon client il fait de la logistique, il n'a pas besoin de savoir comment conduit son conducteur, mais qu'il veut juste savoir où est son camion, on ne va pas lui vendre un boîtier à 80 €, on va lui vendre un boîtier à 25 €, et ça sera plus facile à monter. Et donc notre métier, alors, je prends les deux extrêmes, parfois c'est un peu au milieu. Quand pour certains clients, on va connecter les ensembles de toits ou les gyrophares de police pour savoir quand est-ce qu'un gyrophare de police est activé. Bon, bah ça, c'est pas des boîtiers du marché. On doit le concevoir, ce boîtier. Et là, c'est encore autre chose. Quand on parlait des températures à l'arrière d'un camion, c'est aussi d'autres composants métiers. Et le savoir-faire du lab, c'est de se dire, bah, il faut un boîtier qui réponde à certaines règles. Et on a des clients qui disent, mais moi, je ne veux pas géolocaliser parce que je me le suis interdit, que sais-je. Donc, il faut un boîtier qui est tout sauf la centrale de géologue. Donc, il faut adapter aussi ces outils. D'où le fait peut-être de la problématique que vous avez eue dans B2C, c'est que voilà, si le particulier est obligé de localiser, récolter les données de son véhicule, et voilà, je pense que c'est plus compliqué que d'essayer de passer effectivement par un intermédiaire qui lui-même va essayer de convaincre son propre client de l'intérêt d'installer le boîtier qui lui offre, etc. Bon, voilà. Et voilà. Mais parce que effectivement, je comprends votre problématique, et c'est la problématique qu'on rencontre tous, c'est d'essayer d'équiper nos clients finaux. On dirait que c'est pas si simple que ça. Ouais, complètement. Voilà, pour un bon discours d'accompagnement, de motivation, etc. Parce que aller brancher un boîtier sur la prise de vidéo, sur le scan, etc. Voilà. Tout le monde aujourd'hui n'est pas mature et n'est pas prêt à le faire. Et c'est entièrement ça. On parle du particulier. Et c'est là où dans notre stratégie, nous, avant on était orienté uniquement sur ce boîtier-ci, et on s'était dit, bah, c'est pas grave, on trouvera d'autres usages ensuite. Bah, sauf que non, on vend quelque chose sur une utilité, et le ROI n'arrive que sur cette utilité-là. Et quand un assureur veut faire du driving behavior sur son client, bon, bah, il n'y a pas besoin d'un lecteur de canne. On va vendre un truc trop cher par rapport à un business case qui n'est pas pertinent. Mais bon, il faut descendre en gamme et correspondre à l'usage. Et ça, c'est une notion que les entreprises ont tendance à oublier. On est à fond dedans, mais... Petite dernière question. Merci. Pascal Six de la Maison Connect. J'ai deux questions. Il y a 1 ou 2 ans, on parlait beaucoup dans la presse spécialisée des constructeurs qui lançaient des véhicules avec un pare-feu qui empêchait la lecture d'infocam à partir du moment où le véhicule est en mouvement. Et d'une part, et d'autre part, les futurs véhicules, modèles de véhicules qui arrivent sur le marché vont avoir de la télématique embarquée de série. Et donc, a priori, sans lecture d'infocam sur le véhicule quand il est en mouvement. Comment est-ce que vos équipes, les 2 reverse engineers, gèrent les difficultés sur ces véhicules récents d'une part et futurs d'autre part? On accède directement à l'électronique, au bus où les capteurs parlent. Donc on est au niveau le plus bas de la technologie. Donc, les pare-feux, etc. Sur ce métier-là, en tout cas, on est avant. D'ailleurs, à l'époque, maintenant ça s'est un peu adouci, il y avait une bataille de vous toucher au faisceau électrique de la voiture, donc vous rendez la voiture plus garantie, etc. Non, on ne peut pas dire ça. Quand on branche un attelage sur une voiture, elle n'est pas pour autant plus garantie. La lecture du tramcan, c'est un job facile. L'interpréter est un job difficile. Après, l'évolution, nous, on est ravis de se dire que l'Europe va imposer aux constructeurs de rendre disponibles les datas à l'ensemble. C'est pas pour autant que ces datas seront compréhensibles par tous. Et ça, c'est génial. Du coup, notre job, qui consiste à rendre la data compréhensible et disponible, quelle que ce soit une Mercedes ou une BMW, voire une voiture anglaise, à la fin, c'est des gallons des litres. Et rendre cette donnée disponible de manière complètement unifiée, ça nous fait un job. Les rendre utiles en respectant des règles telles que la RGPD à un parc automobile, c'est un job. Donc notre job, il se maintient en fait de difficulté. Et puis après, il y a le spécifique. Et là, les flottes de véhicules spécifiques, elles sont abyssales. Quand on a un camion ben qui circule, à un moment, la société qui gère les camions ben, elle veut savoir où sont passés les camions, combien de fois ils se sont levés, combien de kilos de déchets ils ont sortis. Donc derrière, on a toujours ces compétences. Il n'y a pas que l'automobile. Et puis il n'y a pas que l'automobile, les motos, même problématique.
on a amorcé un cercle sans fin de la donnée, et si on peut, moi je suis plutôt partie des gens qui sont favorables à l'open data, etc. Aujourd'hui, la donnée appartient aux conducteurs, pas aux propriétaires, aux conducteurs de la donnée. Donc les constructeurs automobiles doivent la rendre disponible d'une manière ou d'une autre. Très bien, super, merci beaucoup Pierre. Merci. Est-ce que Florent est là? Alors on va enchaîner avec nos amis Bertrand et Stéphane. Florent. Donc, la petite Isabelle, vous êtes deux, un duo de Bertrand de chez Transdev. C'est ça. Tu as présenté Transdev. Stéphane de chez Matmut, qui vont présenter le laboratoire de véhicules de conduite autonome qui a lieu actuellement, qui est en train d'expérimenter une flotte de véhicules autonomes à Rouen. Voilà, à toi. Donc, bonsoir à tous. Après la data, on va parler mobilité. Transdev, pour la plupart, je pense que vous connaissez, mais vous êtes venus ou vous êtes capable de venir ici avec la RATP. Transdev est un de ses concurrents, plutôt sur le transport scolaire en Ile-de-France uniquement, mais c'est un opérateur de transport public. Et on est ici pour trouver des usages rapides, apprendre à opérer des véhicules autonomes, parce que notre savoir-faire, finalement, c'est de former des conducteurs de bus ou de tramway. Le jour où ces conducteurs sont dématérialisés, on doit toujours les former parce qu'on reste responsable pénal devant les gens qu'on transporte. Réfléchissez à votre enfant que vous avez mis dans le bus scolaire, c'est parce qu'il est autonome que le gars à qui vous avez confié votre enfant n'est pas responsable. Voilà, et donc on a lancé, il y a un an et demi de ça maintenant, avec l'aide de tous les partenaires que vous avez ici, l'Euro Normandie Autonomous Lab, pour évaluer comment un véhicule autonome peut être opéré par un opérateur pour transporter des gens maintenant et pas dans quelques années quand tout sera fait. Alors une petite vidéo pour ceux qui n'ont pas vu YouTube et je la lance. Merci à tout le consortium, parce qu'il n'y a pas que Transdev, donc je vais les citer et puis on reviendra sur un partenaire particulier de la Matmut, mais merci ardemment. Donc on a comme industriel, on a Renault qui nous amène le matériel roulant, la Matmut qui nous assure, on est ici, et puis des partenaires publics, Santi Alliance Passerelle, parce qu'il nous faut une autorité organisatrice de transport pour gérer tout ça. Donc c'est la métropole de Rouen en l'occurrence, la région. Un cofinancement, Caisse des dépôts, Fonds européens et État français pour l'instant. Donc,
On est nombreux à utiliser des véhicules autonomes et à dire qu'on est les premiers à le faire. La particularité de la primeur de cette expérimentation, c'est finalement que les véhicules sont totalement sur une route ouverte. Il n'y a pas de protection, si ce n'est le logiciel qu'on a bien voulu mettre dans le système. Et que c'est à la demande. C'est-à-dire qu'on fait un service qu'on espère pouvoir ouvrir au public complètement à la demande. Donc le véhicule, on est capable de commander, de voir, on viendra le souhaiter dans un cadre restreint, là où le ministère nous a autorisé d'évoluer. Donc, le secteur où on évolue, c'est 10 km 5 de pistes, en l'occurrence des rues, dans la technopole du Madrier à Rouen. Donc une zone, je ne pense pas qu'il y ait pointeur. Donc une zone qui est desservie par le tramway que vous avez vu en début de vidéo. Donc, le terminus est ici, et finalement le dernier kilomètre se fait à pied. Et pour évaluer les usages des véhicules autonomes, on va évaluer finalement une zone plutôt résidentielle, la boucle numéro 3, une zone plutôt de consommation, la zone rouge, et puis une boucle scolaire, tout le campus. Les boucles ont été définies de manière technique pour monter graduellement en difficulté. L'objectif, c'est qu'à la fin de 2019, les véhicules circulent sur 3 boucles. Véhicules Zoé, également une navette sans poste de conduite construite avec un partenaire alsacien Nord. On a présenté quelques jours ce véhicule-là avec eux. Donc 17 stations régies par le code de transport public, c'est-à-dire ce sont des arrêts réglementés. On ne prend pas un taxi, on ne va pas s'arrêter au 2 de la rue ou au 4. On va s'arrêter à un arrêt qui est défini, il y en a 17. Et l'objectif, c'est donc d'aller chercher des personnes qui, normalement, viennent du transport en commun et vont finalement réserver leur dernier kilomètre pour aller sur l'une de ces routes. Si je parle hébreu, que c'est pas clair, n'hésitez pas, je peux m'enflammer dans cette question. Une grosse partie du système qui est visible du client, c'est qu'on travaille avec une application qui n'a rien d'innovant, puisque cette application existe déjà pour booker des flottes de taxis aux États-Unis chez Transdev. L'appli fonctionne très bien, il faut juste, au lieu de commander un conducteur, finalement commander le système. Une petite API à faire, et une adaptation au fait que la gestion de la flotte va être beaucoup plus prédictive sur cette appli. Ensuite, la particularité du projet, d'un point de vue technique, c'est que ça ne se veut pas une expérimentation uniquement, c'est on fait de la techno. Ça, Renault sait très bien le faire, ils n'ont pas besoin de nous, et nous, d'un autre côté, sur d'autres services, on sait le faire. C'est d'intégrer cet objet qui est un peu particulier dans un réseau de transport en commun comme étant une brique technologique supplémentaire que l'usager peut utiliser à terme. Une approche de mobilité multimodale, comme tous les opérateurs. Et finalement, ça sera un nouveau mode de transport comme le vélo électrique à La Rochelle ou à Saint-Lô, où le bus est le transport. Une particularité plutôt d'un point de vue CHSCT, c'est que faire arriver dans un dépôt de bus un véhicule sans conducteur, alors que notre métier c'est de former des conducteurs, ça se prépare aussi, et c'est aussi un objet important de cette expérimentation, c'est d'amener le changement, comment les conducteurs vont finalement voir évoluer leur métier et vont monter en compétence avec ce genre de matériel. Je serai rapide, on a un budget d'à peu près 11 millions. Les deux fournisseurs industriels, donc Transdev et Renault, amènent un peu plus de la moitié. Les fonds publics, donc on a 24% de l'État et la métropole, et 12% région et FEDER, et 9% très particulier, puisqu'on a un assureur qui nous suit avec la Matmut. Je te laisse la parole. Donc effectivement, la Matmut a souhaité s'associer à ce beau projet rouennais, puisque vous savez peut-être que la Matmut est une entreprise normande, basée à Rouen, et très attachée à son territoire. La Normandie est une terre d'innovation en termes de véhicules. Voilà, on a quand même un certain nombre de constructeurs présents, notamment Renault qui est aussi partenaire là, et dont l'usine d'Acléon qui est dans la banlieue de Rouen fabrique l'essentiel des véhicules électriques. Et donc la Matmut a souhaité s'associer parce qu'en fait, même si nous ne sommes pas un assureur de transport public dans notre métier, nous sommes un assureur essentiellement de particuliers, sinon nous avons une activité
métier d'assurance professionnelle. Et c'est vrai que le transport public, c'est pas notre cœur de métier. Le cœur de métier, c'est plutôt l'assurance du particulier. Sur 2 700 000 véhicules à peu près en France. Pour nous, les enjeux sont importants. C'est s'associer à un projet comme ça, c'est être présent vraiment au quotidien d'une expérimentation, donc vraiment du démarrage. Donc là, on est encore dans la phase d'expérimentation avant de passer à l'ouverture au public. Et pour nous, c'est comprendre les enjeux technologiques des constructeurs, les enjeux technologiques autour des véhicules, les problématiques d'acceptabilité du véhicule autonome dans l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est tous très attentifs, tous les acteurs. C'est voilà, comment ce véhicule autonome va être accepté par la population, par les utilisateurs éventuels, par les autres utilisateurs de la chaussée, de la voirie, les autres conducteurs, et aussi les personnes qui habitent ces zones-là. Donc pour nous, c'est important d'être au cœur d'une expérimentation pour pouvoir s'enrichir de tous ces apports-là. Donc au sein du projet, nous faisons un apport en numéraire pour valoriser justement l'ensemble de ce projet, donc en termes de communication. Et puis on anime avec les différents partenaires cités un groupe de travail. Il y a plusieurs groupes qui ont été montés sur des domaines techniques, etc., sur la communication. Et nous, on anime un groupe autour des problématiques d'assurance et de responsabilité. On travaille avec les différents partenaires autour de ces sujets. Voilà. Et pour nous, c'est demain, c'est récupérer de l'expérience, de la bonne pratique pour demain envisager nos produits d'assurance de particuliers avec le développement du véhicule autonome. Voilà. Est-ce que notre marché et notre métier est entre guillemets en train d'évoluer, de disrupter pour devenir un marché plutôt à terme de flotte de véhicules autonomes? Est-ce que vraiment le particulier va abandonner cet attachement à la propriété pour passer vraiment à l'usage et donc utiliser plus des flottes de véhicules autonomes? Et est-ce qu'on doit s'orienter vers ce marché ou pas? Est-ce qu'il y aura toujours la combinaison des deux? Je pense qu'on est voilà. Et quand on parle aussi de véhicules autonomes pour le grand public, je pense qu'on a encore quelques années devant nous. Mais cette expérimentation vraiment localisée, avec un niveau de sécurité sur lequel on est très attaché, on pourra y revenir, mais sur lequel tous les acteurs forcément on est très attachés. Et de toute façon, nous sommes dans une expérimentation donc avec des contraintes réglementaires. Donc ça aussi pour nous c'est très intéressant de bien connaître la réglementation sur les expérimentations, toutes les contraintes qu'il puisse y avoir. Et en termes de sécurité, nous, je pense que ce projet, on le construit pour que, alors le risque zéro, il n'existe pas et c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est le propre de l'assurance, de pouvoir faire émerger des innovations. Eh bien, c'est de, voilà, on a essayé de mettre 3 couches. Si on veut comparer par rapport à d'autres expériences qui ont eu lieu aux États-Unis, qui ont pu être malheureuses sur certains aspects, ici, je pense que Bertrand insistera un peu plus loin, mais il y a vraiment 3 couches. Il y a à la fois la sécurité dans le véhicule autonome, donc le véhicule par lui-même avec tous ses composants techniques, le fait qu'on ait travaillé l'infrastructure au sol pour enrichir la sécurité, ce qui n'est pas le cas dans toutes les expérimentations. Donc il y a le véhicule, l'infrastructure au sol, plus un PCC sur lequel tu vas développer, je te passerai la main, donc un poste de commandement qui, à distance, permet d'avoir cette 3e couche. Donc on est vraiment sur 3 couches de sécurité, et ça, voilà, c'est quelque chose pour nous de vraiment important. Ah, c'est super. Alors, justement, je reviens sur la stratégie du groupe et de nos partenaires dans ce projet. Finalement, le véhicule autonome, pour l'instant, moi je viens du domaine automobile historiquement, c'est un démonstrateur technologique que vous voyez au centre Francfort, au centre Paris. C'est une option que vous ne verrez pas tout de suite, mais au final, quand les premiers régulateurs de vitesse sont arrivés dans les années 70, peu de gens se les achetaient. Et maintenant, je ne connais pas une voiture qui n'avait pas quasiment en base. Si l'entrée de gamme ne l'offre pas, c'est quand même généralement pas pour les marchés européens. Donc, on veut une offre clé en main à nos clients qui sont des clients partenaires publics, les autorités organisatrices,
Donc on veut comprendre comment fonctionne ce système et comment il peut être géré en intermodalité avec ce qui existe déjà, généralement qu'on opère ou que nos concurrents opèrent, pour être une offre complémentaire, comme j'ai dit tout à l'heure, au vélo, au tramway ou à l'overboard le jour où ce sera en libre service. Interopérabilité, c'est hyper important pour nous, même si merci à Renault de nous avoir prêté des jouets, mais le jour où les Leaf arrivent, où les Toyota se mettent à l'autonome, si on a des API qui sont complètement captives du système Renault, on est un peu embêté, je vais très bien dire Renault. Donc il faut qu'on soit interopérable et qu'on dessine une offre, qu'on soit capable de proposer à nos autorités organisatrices de transport et puis qui soit polyvalente le jour où la QT change, on ne veut plus de véhicules français, on veut des véhicules américains. On veut également que ce soit un service intégré, mais ça, vous le comprenez, quand on travaille dans la mobilité, il faut absolument être au plus près de nos clients. Et donc j'en arrive à la description du système, donc tu as très bien résumé. Finalement, un véhicule autonome, concrètement maintenant, comment ça fonctionne? Soit vous prenez un constructeur et le véhicule est autonome par essence. Je ne sais pas si vous avez la vision orthogonale de la codification SAE des niveaux d'autonomie, mais finalement le véhicule est autonome à partir du moment où le conducteur l'emmène partout, il est surtout polyvalent au départ, pas autonome. Et de l'autre côté du plan, vous avez le véhicule qui va nulle part, mais qui est destiné pour être autonome. De manière plus concrète, vous avez le véhicule EasyMile ou Navia, qui sont deux startups françaises, qui sont sans conducteur, sans poste de conduite, et qui, moyennant qu'on leur ait appris un parcours très défini, est totalement autonome. Il y a une supervision derrière, puisqu'il faut quand même, d'un point de vue réglementation d'une part sur l'expérimentation des véhicules autonomes, et puis pour gérer ce que le conducteur pourrait faire classiquement, il y a quand même un conducteur dématérialisé, mais relativement loin derrière un PC. Donc entre ces deux positions diamétralement opposées, vous avez le constructeur qui petit à petit va apprendre à déléguer la conduite au système et finalement à autoriser le conducteur à en faire le moins possible. Ça ne nous intéresse pas. Parce que si on ne doit pas supprimer le conducteur, parce qu'il a toujours une phase de vie où il est nécessaire, il n'y a pas de business derrière. C'est un démonstrateur technologique, c'est très intéressant, mais c'est pas comme ça qu'on va transporter des gens de manière économiquement rentable. Donc on va plutôt s'intéresser à l'approche EasyMile et Navia, c'est-à-dire le véhicule est conçu, sécuritairement très bien conçu, sans conducteur, et au final, c'est pas qu'il n'y a pas de conducteur, c'est qu'il est dématérialisé par tous les capteurs qu'il y a autour et par une supervision distante. Là, la supervision du 220, on a encore l'écran, c'est bon. Donc, on a un cas concret de supervision dédié aux véhicules autonomes, parce que notre métier c'est de superviser des bus et des tramways, donc au final, on vient rajouter une couche de contrôle qu'on avait déjà, au lieu que ce soit une liaison téléphonique, c'est un peu plus compliqué à dessiner, mais au final, le poste existe déjà. Une application client, là encore une fois, je vous l'ai dit, quand on commande des taxis à New York, historiquement c'était des concessions Transdev. On avait déjà des applis de ce type-là. Et finalement, les deux briques extrêmement nouvelles sont l'infrastructure connectée, puisque faire tourner des véhicules autonomes en 2018 en France, sans faire, j'allais dire, que de l'autoroute ou des use cases très particuliers, puisqu'on est en zone totalement ouverte, eh bien ça demande de substituer les yeux du conducteur qui est capable finalement de tourner un peu la tête pour aller voir derrière le platane, ce que ne fait pas la voiture, parce que les capteurs sont un peu mobiles. Eh bien, on va avoir de la perception augmentée par l'infrastructure. Et puis, de l'intelligence embarquée, ben ça, Renault le fait très bien. Tout ce qui est structure de décision. Alors même si on n'est pas dans le mythe de l'intelligence artificielle complète, on est sur des réflexes reptiliens d'abord, donc de la robotisation, plus du traitement de données type ADAS très évolué. C'est-à-dire on va suivre des cibles, on va maintenir une distance, on va suivre des vitesses et on va chercher à identifier des trajectoires de collision. Si trajectoire est identifiée et quand l'impact est identifié, je ne fais pas le sous-marinier, mais vous comprenez, la torpille est sur le bateau, donc on recule. En l'occurrence, on freine plutôt, le véhicule ne recule pas. Mais on est sur des instrumentations très proches de ce que tu as décrit. Un PCC qui est totalement, en termes d'ergonomie, ce qu'on fait pour un tramway classique, c'est-à-dire finalement une zone centrale
dédié au réflexe reptilien de l'opérateur, un écran noir, si ça s'allume, c'est qu'il y a un danger. C'est là-dessus que je vais me concentrer. Un écran au-dessus, de façon à délester la charge cognitive. Si jamais je suis un peu en panique au-dessus, j'ai la vision totale du système. Je sais ce qui se passe. À gauche, il n'y a pas d'opinion politique, on voit le véhicule, la partie mobile, on peut se focaliser sur un véhicule. Et à droite, on se focalise sur l'infrastructure. Les deux données étant importantes, elles font partie du tout en termes de sécurité. Et finalement, maintenant, le conducteur, c'est l'intelligence artificielle dont je vous ai parlé, et cette personne sont possédées. Le système de sécurité dans le transport public, en tout cas, était déjà défini comme ça. Le conducteur est rarement seul dans son bus. Et pour le tramway, c'est encore plus le cas. Et pour le véhicule autonome, c'est comme ça qu'on définit. Et j'ai terminé. Pour l'expérimentation, il y a quand même un safety driver pour l'instant dans le véhicule. Ah, mais attends, les questions arrivent. Pour l'instant, j'y vais. Pour l'instant, le véhicule autonome, il a, vous l'avez vu dans le film, un safety driver. Le volant tourne, mais je suis toujours pas très bon. En plus, j'ai un safety officer qui est là pour vérifier que la charge cognitive du safety driver n'est pas trop importante, pour lui donner un petit coup de coude si jamais il s'endort. Je vulgarise. Et parce que d'une manière générale, on a tellement de choses à gérer qu'il est probable que si deux incidents arrivent l'un juste derrière l'autre, le safety driver gère le premier et n'a pas le temps de gérer le second. Donc généralement le second est plus marqué que le premier. Donc on est là pour assister. Est-ce que tu as des exemples justement comment ça se passe, combien de kilomètres vous avez roulé, combien de voitures vous avez sur le parcours? Impacté, zéro. Accident, zéro. Incident, zéro. Alors, donc les véhicules roulent, la partie calibration est toujours en cours. La boucle 1 est maintenant ouverte au public, au sens de l'expérimentation. Et donc on a fait, je pense, de l'ordre d'un millier de kilomètres, c'est-à-dire 1000 tours. C'est 1 km. On a 4 voitures, 250 par voiture à peu près. Les reprises en main se font à peu près tous les 4 ou 5 km. C'est-à-dire le système en ce moment est conçu pour gérer la plupart des situations liées de cette boucle. Une fois tous les 4 tours, il y a quand même des choses qui se passent. La plupart, ce sont des agacements, parce que le véhicule finalement n'est pas assez rapide. Il respecte la réglementation, mais peut-être trop bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas de A, il n'a pas auto-école, par contre il a à peu près les comportements de ces deux voitures. Donc ça, à certaines heures, ça peut agacer. Donc ça agace les autres voitures et le passager. Est-ce que vous avez des passagers? Parce que finalement, il faut qu'ils aient l'application. Donc oui. Il faut aller faire évangéliser, quoi, télécharger l'application. Comment vous faites ça? Alors pour l'instant, l'ouverture au public n'étant pas donnée, on est sur un panel d'utilisateurs. Donc on passe par finalement le volontariat. Et après seulement, notamment si le smartphone est compatible, parce qu'on n'a pas validé tous les OS. On donne accès à l'appli et les panels commencent le 24 septembre. On a les premiers clients virtuels au sens de l'expérimentation vont pouvoir tester l'usage. Ça va durer 1 mois et demi. Puis après, le ministère, j'espère, nous autorisera à être un peu plus large. Il y a encore quelques OS à valider. Parce qu'un mois et demi, c'est court, finalement. Pour 1 kilomètre de route. Non, l'expérimentation dure 3 ans et on va apprendre sur les 3 ans. Mais par contre, le fait de passer du stade expérimental, panel limité, à une ouverture, le plus tôt on l'a, mieux c'est. Par contre, en effet, on gérera la montée en puissance parce que, d'une part, la Zoé n'a pas forcément vertu à transporter beaucoup de personnes, puisque les 2 places de bord qui sont déjà prises. Donc on va frustrer certaines personnes. Et puis, la boucle 1, si je reprends pour l'instant, le système est calibré et opérationnel que sur la petite boucle ici, sur celle-ci. On s'attend à ce que les usages soient beaucoup plus importants sur les 2 autres. Donc, pour l'instant, c'est plus un showcase et on va évaluer la capacité de service une fois qu'on aura fait la préparation. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois la partie technologique
test, etc., dans l'expérimentation, c'est que il y a aussi toute la partie administrative du dossier d'expérimentation. Et on va certainement servir de cobaye. Quand je dis c'est le consortium, on va servir certainement de cobaye aux autorités de l'État pour obtenir ce fameux sésame de pouvoir l'ouverture des véhicules autonomes au grand public. La loi Pacte. Voilà. Il y a aussi des textes qui sont sortis, en décret de mars, et puis la loi Pacte qui va sortir, on va avoir des impacts aussi de la LOM. Et donc, on ne sait pas comment les autorités vont, jusqu'où. À quelle vitesse? Exactement. Question. J'avais de la France. Suzanne Chenard, je suis chez Peugeot, la maison de juridique. J'ai une question, vous avez dit tout à l'heure, en fait, vous avez aménagé l'infrastructure. Oui. Je voulais savoir un petit peu plus là-dessus. Est-ce que vous avez facilité le terrain en fait, sur lequel vous... Non, alors, pardon. Oui et non. Oui sur le marquage horizontal, c'est-à-dire que il y a, comme on vient des techno-ADAS, il y a quand même des reconnaissances de marquage sur certains algorithmes. Donc Renault notamment nous a dit que ce serait quand même bien qu'on voit avec les autorités comment on retracer correctement les stocks et les bordures lorsqu'elles existaient. Par contre, on n'a pas créé, et il y a certaines rues qui n'étaient pas, sur lesquelles la signalisation horizontale n'était pas là. Et après, on a équipé principalement des carrefours en capteurs. Donc en fait, vous avez ici un rond-point, vous l'avez vu dans la vidéo, vous avez un rond-point ici, il y en a un autre. En fait, il y en a à peu près en 4 coins de chaque bloc. Et donc là, on étudie comment l'infrastructure peut se substituer pendant un certain temps à la perception du véhicule, parce que le véhicule est trop loin. Quand il y aura plein de voitures sur la route, plein de véhicules autonomes, on peut imaginer qu'il y ait du data sharing, du Twix, mais pour l'instant, avec 4, c'est pas le cas. Donc on évalue sur les ronds-points les angles morts et d'où viennent les véhicules qui vont rentrer sur le rond-point pour savoir s'il y a trajectoire de collision. Et sur les carrefours un peu plus simples, ou dans les zones piétonnes, on évalue le comportement des piétons. De la même manière. Au-delà du champ de perception classique, j'allais dire, de la ceinture radar ou capteur que le véhicule peut avoir déjà sur des véhicules ADAS. Est-ce que vous fonctionnez pendant toute la journée, en fait, pendant la journée, pendant la nuit, et est-ce qu'en fait vous avez vraiment des conditions autonomes? Alors, là je raisonne sur plan. L'objectif c'est que le système soit opérationnel et que la voiture est sur la route. Dit autrement, on ne met la voiture sur la route que si le système est complet. En revanche, si le véhicule n'est pas appelé, il n'y a aucune raison que le système soit réglé. On ne va pas, entre guillemets, se servir de caméras de surveillance qui sont en 24/24 et broadcaster l'information pour le véhicule autonome. En tout cas, on n'y a pas encore réfléchi. C'est une bonne idée. Vous avez commencé avec Renault et vous avez dit avoir ajouté un véhicule autonome, une navette autonome. Oui. Comment se gère la plateforme? Comment gère la plateforme cette hétérogénéité de la flotte? Est-ce qu'on conditionne nos véhicules autonomes pour qu'ils soient un peu comme les Renault et faciliter la gestion de la data? Ou est-ce que la plateforme s'adapte finalement à tous les types de véhicules pour capter des données qui ont un logique un peu différente? Tu l'as très bien dit. Je ne vais peut-être pas pouvoir faire une périphrase tout à l'heure. Mais on va chercher finalement à déconnecter du savoir-faire du constructeur automobile en tant qu'opérateur et à vraiment rester à notre place. Donc le constructeur Peugeot, s'il veut, ou Laure en l'occurrence, aura sa manière de gérer l'auto et on va rajouter nous un petit device à l'intérieur qui fera la transcription. L'objectif c'est qu'on essaye au titre de cette expérimentation et on va dire la mouvance européenne autour des véhicules autonomes d'essayer de standardiser l'affaire. Je ne dis pas qu'on y arrivera facilement avec les Chinois et les Japonais, mais en tout cas en Europe, l'objectif c'est quand même que ce qui peut être broadcasté en dehors du système d'intelligence artificielle du véhicule autonome soit un peu standardisé. Le bon exemple c'est la connexion avec les feux. Donc j'avais oublié sur l'infrastructure connectée, la première chose à faire c'est de connecter les feux de façon à ce qu'on dépasse le use case où la caméra est éblouie et on ne voit pas le feu parce qu'elle a le soleil dans l'œil. Donc le feu communique avec le véhicule son état. Il y en a 19, ils ont été normalisés et la manière de les communiquer est standardisée.
la nuit. Les deux. La première, c'est concernant le problème d'acceptabilité des véhicules autonomes dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est un problème court terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas très habitué, comme pour le métro il y a 20-30 ans. Comment est perçu le message auprès des utilisateurs quand vous leur parlez justement du véhicule autonome, cette appréhension, ces peurs bien que ça va passer sur le moyen terme, mais quel est leur feedback par rapport à ça? En fait, on a de tout. On a une dame de 80 ans, un peu plus de 75 ans, qui nous dit j'ai pas de voiture, c'est sans doute la meilleure façon, il faut que j'essaye. C'est la pub Coca-Cola, j'ai jamais testé, il faut que j'essaye. Ouais. Et puis, après, je pense que notre panel n'est pas encore assez important pour qu'on se fasse des généralités, mais on a. Il n'y a pas des grosses tendances par âge, par tranche? Non, on les a pas, on les cherche, mais pour l'instant on les a pas identifiés. Il faudra revenir dans quelques mois. C'est ça. Pour présenter, Mais c'est une partie très importante. Anne-Marie Drac, qui est à l'Assemblée nationale, qui suit le dossier des véhicules autonomes, visite à peu près toutes les expérimentations qu'on doit avoir. C'est sa première question. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment en situation réelle, parce qu'il y a des personnes dedans. Oui. Donc ça rassure mais ça rassure le consommateur. Le jour où il y aura vraiment personne dedans, là, je pense que vous et moi, on aurait un petit peu mal à cette appréhension. Alors on opère depuis un certain temps une expérimentation des Navia et des Easyman, des mobiles sans poste de conduite qui vont un peu moins vite qu'un véhicule, ils font 10-15 km/h. En fait, la première appréhension passée s'ils en franchissent le pas, s'ils n'ont pas peur, après ils oublient finalement qu'il n'y a pas de conduite. Et moi je fais l'analogie avec le tramway. Maintenant, les métros et les tramways, on a supprimé les portes de communication entre les voitures et on ne regarde pas où est le conducteur. Ça a été peut-être le cas, mais en tout cas on le regarde. C'est la bonne transition avec ma deuxième question justement concernant la vitesse. Donc vous parliez, c'est vrai qu'on dit le véhicule autonome effectivement respecte la réglementation, les vitesses entre autres. Seulement quand on regarde le compteur en général, on va toujours un peu plus vite, on est latin que la vitesse normale et donc du coup on est un peu doublé. Le véhicule autonome va respecter la vitesse, mais du coup il va créer une sorte de dangerosité puisque derrière il faut que ça pousse. On a toujours ce problème-là, donc comment ça va se gérer en termes de comportement? On l'a bien vécu lors des journées tests, des journées de presse. Ça c'est un frein parce qu'on parle beaucoup de véhicules autonomes, ça c'est mal. Notre demi-question sur le véhicule autonome plus sur autoroute, alors que là on parle beaucoup plus, vous parlez de véhicules autonomes en ville, il y a beaucoup plus de 80% du temps, on parle c'est sur des longues distances, il y a moins de freins, il y a moins d'obstacles, mais là il y a beaucoup plus de paramètres à tenir compte, donc c'est autrement plus complexe par rapport à la vitesse. D'où aussi tout l'accompagnement, on en parlait avec l'infrastructure, etc. Je ne dis pas qu'on fait un test sur un autoroute, il n'y a pas d'infrastructure, il y en a un peu, mais c'est autrement, ça moins. C'est un autre niveau. Maintenant, sur la vitesse, les véhicules ils sont à 30. C'est ça à peu près, ils sont à 30 pour l'instant, alors qu'il y a quand même des zones qui sont à 50, donc effectivement, on est quand même en dessous de la zone. Aujourd'hui, les véhicules montent pas jusqu'à 50. Maintenant, je parlais de la journée test, la journée presse, là où effectivement, on a bien vu que ça pouvait vite, entre guillemets, générer une gêne, mais aussi parce qu'il y avait les 4 véhicules qui étaient là, en plus on était vraiment en pré-test, pré-série, avec des véhicules aussi qui étaient suiveurs pour sécuriser le véhicule autonome. Donc, si vous avez les 4, plus les 2, ça faisait 8 véhicules. Ça commence à faire, voilà, donc, si je décide de doubler à cet endroit-là, c'est quand même une zone, un campus, donc voilà. Mais on réfléchit justement à sécuriser les 17 arrêts. Parce qu'on se dit de toute façon ces véhicules ils vont s'arrêter, il va bien falloir, c'est pour essayer de bien sécuriser. C'est comme le bus, normalement s'il s'arrête là, il ne va pas le déboîter n'importe comment et couper la ligne blanche. Si j'ai une ligne blanche, je dois attendre. Donc on réfléchit aussi à trouver des petites solutions d'infrastructure pour éviter que les conducteurs aient tendance à vouloir couper la ligne blanche parce que le véhicule est en phase d'arrêt, comme si c'était un bus. Certaines villes, dans certains pays du monde, pensaient faire des rues dédiées vraiment qu'aux véhicules autonomes ou des véhicules électriques. C'est ça, c'est la transition plus dure. Une fois qu'il n'y a plus des véhicules autonomes. Là, c'est la période transitoire et qui va être
quand même relativement longues. Et ici, le test, mais c'est tout l'intérêt du test. Ici, de cette expérience en milieu urbain. C'est pas l'objet de la soirée, mais on a depuis 2005 des navettes autonomes sans conducteur à Rotterdam. Elles ont transporté des millions de passagers. Et l'opérateur qui fait ça, enfin c'est nous, l'opérateur Transdev, par contre le constructeur, Together, je chercherai sur internet, ils sont aussi à Dubaï, ils sont relativement chers, les Hollandais peuvent se le payer. Ils nous ont dit, c'est notre transport qui a l'indice de fiabilité le meilleur après le train. La voie est totalement sécurisée, les piétons ne peuvent pas venir, ou en tout cas maintenant, au bout de 15 ans, ils n'y viennent plus. Mais il s'est passé 2 mois où ils ont demandé à la police de faire la police pour que les usages changent. Alors ce que les Hollandais se sont permis sur quelques kilomètres, là on ne peut pas se le permettre en zone résidentielle, la voie n'est pas sécurisée et puis elle est extrêmement piétonnière, donc les usages, et puis le comportement latent quand même. Donc il faut qu'on apprenne aussi à gérer la transition. Bon là pour l'instant une Zoé, même si elle est peinturlurée bleu, blanc, rouge pour qu'on la voit de loin, ça reste une Zoé. Vous voyez une Zoé, un arrêt de bus qui se reste aussi longtemps qu'un bus. En plus l'effet waouh des personnes qui rentrent à l'intérieur fait que la montée et la descente presque aussi longue que si vous montiez et poinçonniez un ticket. Ça agace, mais plus parce qu'on n'a pas l'habitude. Je restais très longtemps derrière un bus qui déverse 35 personnes, on est capable de rester 2 minutes. Ça vous gêne moins que si vous étiez devant un feu de chantier avec des monteurs. Derrière une Zoé, ça agace. En tout cas, c'est ce qu'on a vu. Une modification des usages, sans doute. Je pense qu'on va avoir une dernière question. Après, j'ai pas vu le temps passer vite, donc on va passer après à la suite. Je prends une dernière question. François, la question. De votre offre d'assurance, vous avez fait comment? Parce qu'en fait, Excusez-moi, je ne t'ai pas entendu. au niveau de votre offre d'assurance, vous avez fait comment? Parce qu'en fait, elle change complètement, parce que les conducteurs, c'est une offre publique, parce que c'est le transport public, mais au particulier, s'il y a un particulier qui utilise un véhicule autonome, comment votre offre d'assurance va s'adapter à ça? Aujourd'hui, des véhicules totalement autonomes, il n'y en a pas qui circulent s'il n'y a pas d'autorisation pour que ça circule. Des véhicules vraiment où je peux lire et surtout sur une circulation urbaine. Donc je dirais qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est des véhicules qui ne sont pas autorisés à circuler en France et certainement en Europe. Pour les véhicules de l'expérimentation, de toute façon, il reste un conducteur à bord, un safety driver. D'accord. Donc tout le temps de l'expérimentation, pour l'instant, on a ce safety driver. Donc pour l'instant, on est sur un contrat d'assurance classique, avec néanmoins quelques spécificités, voilà, qu'on a gérées avec notre partenaire. Mais de toute façon, aujourd'hui, la problématique assurantielle, on est dans un milieu où aujourd'hui, de toute façon, les règles d'assurance avec un véhicule autonome, même pendant l'expérimentation, ne changent pas. Le régime d'indemnisation des victimes ne change pas. La loi française aujourd'hui permet, sans aucune difficulté, de régir le régime d'indemnisation des victimes d'un accident. Aujourd'hui, déjà, la loi d'affaires, la loi 85, prévoit qu'un véhicule sans conducteur, dès lors qu'il est impliqué dans un accident, génère le droit à indemnisation des victimes. Mais à terme, on va évoluer vers un véhicule où il n'y a plus de conducteur. Donc au niveau assurance, l'assurance va évoluer aussi. Qui va prendre en charge les risques? Est-ce que c'est la personne qui est à bord, qui a pris le véhicule à bord, ou est-ce le constructeur, ou est-ce la personne qui va piloter un opérateur, un conducteur externe qui va piloter le véhicule? C'est qui Là, on est dans la recherche de responsabilité. En termes d'indemnisation, je pense que l'indemnisation des victimes, ça ne changera pas. Un véhicule est impliqué, qu'il y ait un conducteur dans le véhicule ou pas de véhicule, déjà aujourd'hui, c'est l'assureur du véhicule impliqué qui est en charge d'indemnisation. Ensuite, vers qui cet assureur se retournera, quel est son recours, son action récursoire pour pouvoir effectivement se retourner sur un éventuel responsable dès lors qu'il n'y a pas de conducteur. Effectivement, ça c'est tous les enjeux qu'il y a à faire en termes d'évolution de la réglementation. Donc, est-ce que je me retourne vers l'opérateur? Est-ce que je me retourne vers le constructeur? Les deux. Vers le fabricant des capteurs, le fabricant, celui qui a fait l'algorithme, etc., etc. Aujourd'hui, dans le cadre des
des expérimentations. Ce que l'on peut dire, c'est que si j'avais ce genre de problème et que, voilà, en tant qu'assureur, moi je vais indemniser la victime, pas de souci. Après, vers qui je vais me retourner, on va regarder en fonction de ce qu'on a. Et sur quel fondement juridique? Aujourd'hui, le fondement juridique, c'est un fondement basique, hein, c'est le fondement des appareils défectueux. Donc, je suis sur de la RC civile, enfin, je suis sur les responsabilités du code civil. Et les produits défectueux, j'applique aujourd'hui le régime de produits défectueux. C'est le seul fondement que je vais avoir. Et c'est là qu'on attend effectivement certaines évolutions, et aussi sur le régime de responsabilité pénale. Dernière question. Oui, juste pour rebondir sur la science. Du coup, vous n'avez pas du tout pris en considération le fait que c'était un service de transport à la demande. Donc pour le moment, l'application, c'est le coût. On est à voir apprendre. Ouais, c'est ça. Il faut revenir au monde dans quelques mois. C'est le rendez-vous, pas de problème. Très bien. Merci à vous deux, bravo à toute l'équipe. Est-ce que Xavier est là? Oui. Xavier va nous présenter en quelques minutes l'événement professionnel dédié à vous, à nous, au mois d'octobre 2018. Merci. Bonjour, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir pour présenter en quelques minutes, 2 minutes me suffiront pour vous présenter donc cet événement professionnel qui se tiendra donc les 17 et 18 octobre prochains au Palais des Congrès de Versailles. C'est la deuxième édition. La première édition avait eu lieu à Rouen, à l'INSA. Donc je connais un petit peu l'environnement, la boucle. Le but de l'événement est assez simple. C'est de pouvoir rapidement mettre en relation 2 types de populations, des industriels, des équipementiers, des constructeurs qui sont à la recherche de technologies et de techniques par rapport aux évolutions de la voiture de demain. D'autres populations, ce sont des sous-traitants, des fournisseurs, des prestataires de services qui ont eu l'habitude de cet environnement, de cette filière, qui vont pouvoir proposer des technologies spécifiques. On parle effectivement de l'ADAS, de la voiture autonome, le digital, le connecté, la cybersécurité. On parle aussi d'allègement des structures, liées principalement donc, aux matériaux nouveaux qui vont être mis en place dans ces prochains véhicules. On parle aussi d'ergonomie, de tout ce qui va être lié au bien-être à bord, qui sont aussi des enjeux très importants chez les constructeurs. Et on parlera également de tout ce qui est lié à la motorisation, l'électrification et l'hybridation, etc. Tous les sujets qui vont toucher donc, le véhicule dans sa globalité. Il y aura des stands. Il y aura des stands, différentes petites formules. Alors on n'est pas sur un gros salon, mais plutôt sur des rencontres en format B2B, un peu comme du speed dating, mais vraiment pour professionnels. Et l'idée, c'est de pouvoir agencer un petit peu en amont les besoins des uns, donc constructeurs, équipementiers, systémiers de rang 1. Et puis après, on a les sous-traitants, on va dire prestataires de services qui vont, eux, pouvoir les recevoir sur des espaces pour mieux répondre à leurs questions, leurs problématiques. Voilà. C'est un gros meet-up de 2 jours. Voilà, 2 jours. Fait pour vous, donc le 17 et 18 octobre. Voilà. Des B2B, une partie exposition et puis une partie également conférence. Donc vous pouvez vous inscrire à ce lien ici, automotive-connexion.eu. Et si vous avez des questions, on pourra les poser juste après. Voilà, juste après, je sais qu'il y a une petite collation qui est effectuée, donc je répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup, Xavier. Merci pour ce slot. Merci à toi. Et pour finir, Félicien. Alors, est-ce que tu passes toujours en dernier dans des événements? Pas nécessairement. Je t'avais déjà vu un événement, tu passes en dernier. D'accord. Là, tu passes encore en dernier. C'est un hasard. Donc, Félicien de la CNIL, tout le monde connaît la CNIL. Mais vous aurez certainement des questions concernant les données, la gestion des données personnelles dans les véhicules connectés autonomes. À toi, Joe. Merci beaucoup. D'abord, merci de me recevoir. Moi, je vais vous présenter de façon succincte finalement la réflexion qui a animé la CNIL en particulier l'année dernière, puisque ce que je vais présenter, c'est un travail qui a été publié en octobre 2017, donc ça fait bientôt 1 an, mais finalement c'est toujours évidemment d'actualité, puis c'est des questions qu'on continue de travailler. Et sans plus attendre, je propose de commencer. Voilà. Donc tout d'abord,
d'abord, ça part d'un constat. Alors moi, je reviens en fait, je ne me suis pas présenté, donc je suis Félicien Vallée. Et juste pour vous toucher un petit mot sur moi, je ne suis pas... Vous savez bien que la CNIL, c'est aussi une organisation qui s'occupe de la régulation des données personnelles, donc principalement des métiers du juridique. Et moi, en l'occurrence, je ne suis pas juriste, je suis ingénieur de formation. Donc je suis dans le service de l'expertise technologique. Donc on est un petit corps de personnes techniques, d'ingénieurs qui finalement on sert de conseil auprès de nos collègues juristes pour leur expliquer un petit peu aussi les enjeux, les ressorts, comment ça fonctionne finalement. Donc je viens pas du monde du véhicule, c'est des choses que j'ai apprises, mais néanmoins ça nous permet d'avoir des bases pour discuter avec des professionnels qui viennent nous exposer un petit peu leur façon de faire. Voilà, c'était juste pour toucher un petit mot. Donc, la réflexion de la CNIL, d'où est-ce que ça vient? Ça commence d'un constat, en fait, c'est que quand le sujet vraiment monte en puissance, en tout cas pour nous, on est à peu près en 2014-2015, et finalement on parle énormément du véhicule connecté, de la pléiade de services et d'usages qui l'entourent, et finalement de comment ça remodifie aussi complètement l'écosystème du véhicule, et qu'il y a de nouveaux métiers qui émergent, de nouveaux entrants qui arrivent sur ce marché. Donc voilà, avec là des exemples de grandes familles d'usages et de fonctionnalités qui sont offertes, autant ce qui concerne des exploitations commerciales des données que des choses qui vont être relatives à l'assistance à la conduite ou à la diagnostic, au diagnostic et à la maintenance du véhicule. Voilà. Donc le constat c'est celui-là, et la CNIL en tant que régulateur, quand on regarde, on se dit en fait, de plus près, ces nouveaux usages, ils sont pilotés par quoi? Qu'est-ce qui les dirige? C'est en fait à la fois des capteurs, des calculateurs, des systèmes d'exploitation qui vont se baser sur des données de plus en plus nombreuses, de plus en plus diverses, qui va être collectées via ce véhicule. Donc, je ne vous la fais pas, mais en gros, le rôle de la CNIL, c'est de réguler en une phrase, c'est de réguler les données à caractère personnel. Et quand on regarde la définition, donc avant de la loi informatique et liberté, même s'il existe toujours, et maintenant du règlement européen sur la protection des données, une donnée à caractère personnel, c'est toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc ça, c'est une acception de données à caractère personnel qui est par construction vraiment très très vaste, puisque une personne physique identifiée ou identifiable, c'est finalement très très large. Et quand on la décline pour le véhicule, donc le secteur qui nous intéresse en l'occurrence, on s'aperçoit que c'est des données qui sont à la fois hyper nombreuses, hyper variées. Donc on peut avoir des données clients, le numéro, la plaque d'immatriculation du véhicule, le VIN, puisque tout ça va nous relier à la carte grise du véhicule, et donc en tout cas le nom du conducteur. On peut avoir des données de géologue, des données techniques, des données d'utilisation, d'usage. Et ça peut être des données, pour certaines, qui sont particulièrement révélatrices, parce que maintenant on a tous des GPS dans nos voitures, on a tous de la musique, donc voilà, ça va être révélateur de nos habitudes de vie, de comment on consomme différents services, par exemple, et potentiellement également ça peut être révélateur d'infractions, puisque pour l'instant encore, le véhicule autonome, c'est pas encore pour demain, pour l'instant on est encore conducteur de son propre véhicule, et potentiellement on peut enfreindre la loi. Donc l'idée, c'est quand même pas que nos véhicules se transforment en mouchards généralisés, sinon les consommateurs ne seront pas très enclins à les acheter. Donc ça, c'est pourquoi finalement la CNIL se saisit de ce sujet. Et je voulais vous rappeler en un mot, parce que je l'ai évoqué rapidement, le règlement européen, c'est finalement, on se dit, on a ces données à caractère personnel, du coup la CNIL se dit, c'est de notre ressort de travailler ce sujet, on va voir comment on va pouvoir appliquer les grands principes de la loi informatique et liberté, et donc aujourd'hui du règlement européen. Donc alors là, j'ai essayé de faire un exercice de condenser très important, donc c'est peut-être pas très explicite, on essaie de mettre des icônes hier pour rendre ça plus parlant, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas si j'essaie de, en une minute, résumer ce transparent en un slide, c'est qu'on va avoir donc, quatre grandes cases, 4 grands cadrans,
Et donc le premier, c'est celui des grands principes. Finalement, c'est ce qu'il y a quelque part de plus important. Si vous devez revenir quelque chose sur la loi informatique et liberté, sur le règlement européen pour la protection des données, c'est ces grands principes, ces 5 règles d'or, c'est à savoir la finalité. Quand on traite des données personnelles, c'est dans un but bien précis, voilà, on sait pourquoi on le fait. Alors, ensuite, c'est la proportionnalité. Je vais juste récupérer et traiter que les données dont j'ai besoin. Je ne vais pas prendre un énorme râteau et récupérer plein de données ou faire des accès pour récupérer la géolocalisation toutes les 3 secondes. C'est peut-être pas indispensable pour toutes les applications. Peut-être pour certaines, ça se justifie, peut-être pour d'autres pas. Donc ça, c'est une question de pertinence à évaluer. Question de combien de temps on les conserve, ces données. On est quelque part, quand on les traite des données à caractère personnel, c'est presque comme si on avait des données en location. Elles ne sont pas à nous. Mais finalement, pendant un certain temps, j'ai le droit de les traiter parce que je me repose sur ce qu'on appelle une base légale, donc peut-être parce que j'ai le consentement de mon utilisateur, parce que j'ai une autre base légale comme par exemple mon intérêt légitime, ou encore une obligation légale, etc. Et puis, il y a également des obligations au niveau de la sécurité et de la confidentialité de ces données et au niveau de l'exercice des droits, à savoir les personnes doivent pouvoir exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'opposition, etc. Donc ça, c'est les grands principes. C'est finalement la loi informatique et liberté date de 78, ça fait 40 ans, c'était déjà là, donc ça c'est quelque part pas vraiment une nouveauté. Les nouveautés sur le règlement, je pense que vous les connaissez. Bien évidemment, c'est les nouveaux pouvoirs. Donc, à savoir, c'est qu'on va avoir une gouvernance unifiée au niveau européen. C'est quand même très très fort. C'est à la fois, c'est vraiment une chance en fait. C'est que, en particulier pour les acteurs qui sont transfrontaliers, c'est finalement de se dire que s'ils vont appliquer en Autriche, en Allemagne, même en Angleterre, puisque malgré le Brexit, ils sont quand même intéressés par continuer d'appliquer le RGPD, tout ça vaudra la même chose partout. Et puis également, la grande nouveauté, c'est les sanctions qui sont renforcées, puisque vous savez que la CNIL, pendant longtemps, pouvait sanctionner un maximum de 250 000 €. Voilà, donc maintenant, c'est 4% du chiffre d'affaires, ou 20 millions, voilà, le maximum de sanctions. Donc on ne joue plus vraiment dans la même cour. Et le pendant de ça, c'est finalement qu'il y a eu un certain basculement entre la loi informatique et liberté et le RGPD. C'est-à-dire qu'avant, la loi informatique et liberté, c'était finalement, il fallait toujours passer devant la CNIL, il fallait faire une formalité, il fallait déclarer quelque chose. Et puis après, vous aviez quelque part un coup de tampon et puis vous étiez tranquille, vous pouviez partir faire votre traitement de données tranquille. Et l'idée maintenant, c'est de se reposer non plus sur ces formalités, parce que c'est en fait trop lourd, tout simplement. Tout le monde traite des données à caractère personnel, il y en a partout, c'est pas une fatalité, au contraire. Tout le monde, de toute façon, toutes les entreprises en ont, il y a toujours des salariés, toujours une paye à gérer, etc. Donc c'est de dire, en fait, on va se reposer sur un principe dit d'accountability, c'est-à-dire de responsabilisation des personnes. Donc, en fait, et c'est ce qui explique le pouvoir de sanction renforcée, c'est à la fois une plus grande liberté des acteurs. Tout le monde peut donc faire quelque part un petit peu comme il lui semble bon de faire, mais en contrepartie, si les choses sont mal faites, alors potentiellement les sanctions importantes peuvent s'exercer. Les nouvelles choses qui arrivent également, c'est la désignation d'un délégué à la protection des données pour les entreprises de plus de 50 salariés. L'émergence des concepts de privacy by design et privacy by default, donc ça c'est des choses qui ont été évoquées tout à l'heure, mais c'est l'idée de, dès le départ, penser la protection de la vie privée des utilisateurs et de ne pas arriver en fin de course en disant « Ah oui, mais comment je vais gérer ça, sachant que j'ai déjà des données personnelles confus ?» Dans plein de bases, je les réplique dans tous les sens, peut-être que c'était peut-être pas la meilleure façon de le faire. J'aurais peut-être pu penser une architecture informatique un petit peu plus intelligente. Et puis enfin, vous avez ces fameuses études d'impact sur la vie privée qui sont finalement le pendant de cet aspect de responsabilisation, d'accountabilité, où vous allez en fait gérer les risques qui pèsent sur les utilisateurs. Donc, à savoir, je vais mettre en place ce traitement de données, pourquoi je le fais, et puis finalement, quels risques sont possibles, ça fait peser sur les personnes, et le cas échéant, essayer de les réduire au maximum en trouvant les solutions et juridiques et techniques les plus adaptées. Voilà. Puis enfin, vous avez des nouveaux droits, le droit à l'oubli et le droit à la portabilité de ces données. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Bon, c'est un peu plus d'1 minute, en fait, c'est un peu difficile de faire. Mais je
resituer un tout petit peu le contexte. Donc voilà, donc ça c'est le contexte général. Et pour revenir au travail sur les véhicules connectés et les données personnelles, ce qu'on a réalisé à la CNIL, c'est ce qu'on appelle un pack de conformité. Donc ça, c'est qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un peu notre jargon maison, mais l'idée, c'est de créer un guide de bonne pratique qui va être adapté à un écosystème, donc en l'occurrence celui du véhicule et de la mobilité, bon, principalement du véhicule, parce qu'on ne peut pas traiter la mobilité, c'est tellement vaste. Et finalement, en faisant ça, en concertation avec des acteurs du secteur d'activité. Donc c'est pas juste la CNIL qui, dans son coin, va dire en fait, il faut que ça se passe comme ça au niveau des véhicules connectés, tout simplement pour une raison assez évidente, c'est parce qu'on n'est pas des professionnels du véhicule. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a convié de très nombreux acteurs. C'était des réunions assez importantes, donc il y en a certains ici qui étaient là, ou d'autres dont en tout cas les entreprises étaient représentées, avec à la fois des gens du secteur public, donc vous pouvez aller de la gendarmerie à la DGE, à l'ARCEP, ou des gens qui ont leur mot à dire sur le véhicule connecté, peut-être au niveau des infrastructures, au niveau de la sécurité routière. Également, bien évidemment, les professionnels de l'automobile, à la fois historiques, avec les constructeurs, les équipementiers, les distributeurs, les loueurs, puis également les nouveaux venus, les nouveaux entrants qui arrivent justement avec tous ces nouveaux services que permettent les nouvelles infrastructures connectées des véhicules. Et puis également des gens de l'assurance, parce que comme on a vu juste avant, l'assurance c'est quand même essentiel, avec tout ce qui est par exemple assurance au kilomètre, assurance pay how you drive, etc. Donc comment encadrer toutes ces pratiques, et puis également les gens des industries électriques et électroniques. Voilà, donc ça c'était le tour de table, donc bien évidemment des acteurs nombreux, avec des positionnements pas nécessairement concordants, donc des vraies discussions qui n'ont pas toujours été évidentes à résoudre, mais en tout cas a priori, et c'est ce que les avis qui semblaient se dégager en tout cas à l'issue de ce travail, tout le monde était relativement satisfait. Je pense qu'il y avait eu véritablement un travail de consensus qui a été trouvé et qui satisfaisait tout le monde. Donc l'avenir, c'est en ce moment alors une discussion à l'EDPB, donc qui est l'organe de régulation au niveau européen des données à caractère personnel, donc ça s'appelait avant le G29, donc c'est le regroupement de toutes les CNIL européennes. Donc c'est d'essayer de pousser ces idées-là au niveau européen. Bon, il faut savoir que c'est encore autre chose au niveau européen, il y a pas mal de choses qui se jouent, il y a d'autres pays de l'automobile qui sont aussi ont des grosses voix et qui n'entendent pas nécessairement obligatoirement exactement les choses de la même manière, mais voilà, c'est des choses qu'on essaie de pousser. Et pour vous décrire un petit peu plus ce qu'il y a dans ce document, donc je pense que certains d'entre vous l'ont sûrement déjà parcouru, donc il fait à peu près une trentaine de pages. Donc c'est dans une première partie, vous avez finalement une réexplication des grands principes beaucoup plus clairement que ce que j'ai pu faire précédemment. Et dans une deuxième, c'est essayer de décliner de façon aussi opérationnelle que possible des grandes catégories d'usage que justement les professionnels du secteur nous ont amenés et sur lesquels on a essayé de travailler tous ensemble en essayant d'être au plus proche du métier. Donc nous, on les a regroupés en trois grandes familles, qu'on appelait des scénarios, parce que finalement, ce qui nous a intéressé, c'était le circuit de transition, enfin des données finalement, où est-ce qu'elles transitaient, comment, pourquoi, plutôt que d'avoir des regroupements par grandes familles d'usage. Donc les trois scénarios c'est les suivants, je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour aujourd'hui, mais en gros c'est le scénario in-in, donc c'est vous traitez exclusivement localement les données dans le véhicule. Vous avez le scénario in-out, parce que les données sont collectées dans le véhicule et puis elles en sortent pour être traitées à l'extérieur. Et puis le scénario in-out-in, donc ça c'est les données qui sont comme à chaque fois collectées à l'intérieur du véhicule, sont traitées à l'extérieur et qui reviennent dans le véhicule pour une action automatique. Donc si je devais donner rapidement des exemples de ces trois grandes familles, vous auriez à peu près ça. Donc par exemple en in-in, on peut imaginer des messages d'anticipation par rapport à une analyse, par exemple à l'aide de capteurs vidéo de la route ou choses
choses comme ça. Donc tout de suite, un traitement local, pas nécessité de ressortir du véhicule. Toutes les fonctionnalités d'assistance à la conduite, régulateur de vitesse adaptatif et de stationnement, etc. Au niveau in-out, vous allez avoir tout ce qui est e-call, tout ce qui va être au niveau assurance, puisque bien évidemment, il faut faire sortir les données pour, ou en tout cas certaines données, pour réaliser ce traitement-là. Vous allez pouvoir avoir aussi tout ce qui est amélioration du produit, réalisation de diagnostics à distance, etc. Et puis, enfin, pour le in-outing, donc qui n'est pas nécessairement encore quelque chose de très très développé, parce que cette idée d'action automatique qui vient dans le véhicule, c'est pas encore nécessairement si courant, mais bon, ce qu'on avait trouvé, donc c'était l'infotrafic en dynamique, donc avec une possibilité de changer, par exemple, le parcours proposé à l'utilisateur parce qu'il y a un accident sur la route. La maintenance à distance, avec, comme maintenant les véhicules, c'est de plus en plus du logiciel, des pushs de nouveaux d'update logiciels, éventuellement du débriquage de batterie à distance pour les véhicules électriques. Donc ça, c'est des choses qui se font déjà. Renault sur la Zoé, puisque les batteries sont en location, là, il y a différentes offres qui peuvent être paramétrées. Tesla, c'est la même chose. Du push de publicité ciblée, etc. Donc voilà, pour vous dessiner un panorama assez rapide de ce document et des travaux qu'on a menés là-dessus. Donc, moi je m'arrête là pour l'instant, mais en guise de conclusion, je veux dire que ça c'est le travail tel qu'il a été publié, ça veut pas dire qu'on ne continue pas de travailler justement, comme je disais, pour l'instant au niveau européen. Il y a encore plein d'autres questions qui se posent, puisque par exemple il y a eu un avis qui a été rendu au niveau européen, mais sur les CITS, donc les systèmes de transport intelligent collaboratifs. Vous savez, donc c'est tous ces systèmes qui embarquent les technologies V2V, V2I, donc communication de véhicule à véhicule, véhicule avec infrastructure. Donc il y a des projets qui sont déployés en France, donc c'est le projet SCOOP. Voilà, on travaille là-dessus. L'idée, c'est de travailler également sur les questions de gestion de flotte de véhicules connectés. Donc ça, c'est des choses qui sont encore pas très, qui sont pas évoquées là-dedans. Et là, il y a vraiment, il y a du travail pour nous. Donc, c'est des choses sur lesquelles on veut se pencher par la fin. Voilà. Merci beaucoup. François Foyotte, une question concernant les caméras qui peuvent être qui sont installées dans de plus en plus de véhicules et qui peuvent regarder à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Quelles sont les bonnes pratiques dans le cas où on est susceptible d'identifier une personne sur une prise de vue à l'extérieur du véhicule, par exemple, un piéton? Quelles sont les recommandations s'il y en a? Alors, pour l'instant, il n'y a pas exactement de ligne clairement établie, parce que là-dessus, je pense qu'il y a... Tout n'est pas complètement arrêté. En fait, je ne suis pas sûr que ce soit à la CNIL de se prononcer sur effectivement filmer la voie publique, puisque finalement, on se passe dans ce que... Quand vous filmez la voie publique, vous relevez du code de la sécurité intérieure, donc c'est ce qui est la vidéoprotection, vous voyez. Donc finalement, presque... J'extrapole, là, je réfléchis un petit peu tout haut, mais quelque part, c'est un peu des questions de cet ordre-là qui se posent avec les dashcams, des choses comme ça, j'imagine. Oui, absolument. Oui. Voilà. Après, on peut imaginer qu'il y a quand même, si on voulait mettre ça en œuvre, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, il y a sûrement peut-être des questions potentiellement de floutage, si on veut conserver des... Le street fait, par exemple, on va traiter les... Voilà. Ou alors de buffer d'une durée qui serait proportionnée au traitement nécessaire par rapport à ce qu'on veut faire de ces données vidéo. Donc ça sert à quoi? Est-ce que c'est pour après entraîner des systèmes, par exemple, de véhicules, pour des véhicules autonomes, donc il faut qu'on les conserve relativement longtemps, ou est-ce que c'est juste véritablement pour, à des fins probatoires au cas où on ait un accident? C'est pas du tout la même finalité, ça ne nécessite pas une conservation de la même durée. Voilà, ça c'est plutôt a priori comment moi je verrais les choses, mais comme je vous dis, le fait qu'on filme la voie publique, je pense que ça pose un petit souci, et pour l'instant c'est pour ça que la CNIL c'est pas spécialement prononcé. Juste pour tirer la masse française, aujourd'hui, c'est-à-dire que pour vous, il y a deux problématiques. Il y en a une qui est filmer effectivement un espace public, et après il y a une autre problématique, c'est que dans cet espace public, il y a un certain nombre de personnes qui sont identifiables, et dans ce contexte-là, on relève de la RGPD, donc des principes. Oui, c'est ça. Alors là, j'ai mélangé un petit peu les choses, il faudrait vraiment poser, je fais une analyse juridique, et je ne suis pas du tout juriste, donc je ne veux pas que... Voilà.
pris à défaut, mais en tout cas, justement, par frottement, à force de travailler avec les juristes, on commence à voir certaines choses. Donc, ce serait un petit peu en analyse, mais après à voir comment justement, quand on relève de deux textes de loi, des fois on est dans une case, des fois on est dans l'autre. C'est difficilement être dans les deux, normalement on relève plutôt d'un régime que de l'autre. Voilà, il faudrait voir plus précisément. Moi j'avais une question, vous avez parlé de pays voisins. J'ai l'impression d'avoir entendu que les constructeurs allemands, pour les nommer Mercedes, BMW, avaient l'air de dire moi je veux pas trop m'en occuper, je veux que quelqu'un s'en occupe à ma place. Et je sais pas si vous avez aussi entendu parler de ça, c'est qu'ils voulaient un peu créer un espèce de consortium dans lequel ils seraient présents mais pas responsables, en disant moi la donnée de mes conducteurs, je veux pas en être vraiment responsable, et donc je veux la mettre à disposition quelque part, mais je veux pas la gérer. Alors là-dessus, je sais pas exactement, je suis pas certain de voir exactement ce à quoi vous faites référence, mais c'est vrai qu'après il y avait des positions, par exemple par rapport à des normes de gestion où est-ce que les données vont dans un gros pipe, et après on les mettrait à disposition quelque part. Donc c'est vrai que, en tout cas là-dessus, il y a une harmonisation à trouver. Après, travailler plus d'un point de vue pratique au niveau protection des données avec les Allemands, c'est pas nécessairement évident, parce que les Allemands, c'est un État fédéral, donc il y a autant d'autorités de protection que de landes. Alors, il n'y a pas vraiment donc finalement se mettre d'accord avec tout le monde, c'est pas toujours évident. On pourra en discuter peut-être un petit peu. Après, je suis pas certain de. Voilà, Mais en fait, c'est parce que les constructeurs français, enfin PSA notamment, exposent ces API, et on va dire, si j'ai envie, je peux demander à PSA de me connecter aux données de mon véhicule. Mercedes, BMW, aujourd'hui, ils n'exposent pas leurs API à tout le monde, quoi. Et j'ai entendu qu'ils disaient que eux, ils voulaient que quelqu'un d'autre s'allie avec quelqu'un pour déposer ces données quelque part. Et du coup, pour l'instant, ils disent moi, tant que ça c'est pas créé, je n'agis pas, et donc du coup, on n'a pas accès à ces API-là. Enfin, c'était ma compréhension du problème, je ne sais pas si elle est 100% exacte. Mais ça, pour le coup, il faut que je regarde un petit peu, je ne suis pas nécessairement là des dernières choses. C'était pour savoir justement si vous n'aviez pas. C'est effectivement quelque chose qui est en discussion et sur lequel les organisateurs, la filière aval et la filière amont discutent, débattent, et les constructeurs ne sont pas d'accord entre eux, et il y a des grands débats sur cette question-là encore. C'est ça, parce que moi j'étais resté aux différents modes d'interopérabilité, voilà, comment on pouvait interroger, à quel niveau. C'est le serveur neutre auquel vous faites c'est ça, là. Ouais, je sais plus quel était le vrai nom, mais ouais. D'accord. Oui, c'est ça, d'accord. C'est la CEA qui pousse ce genre de choses. On peut toujours anonymiser les données et partager avec les tiers. Oui, bah, pour moi, voilà, techniquement, on sait faire anonymiser, et je vois pas pourquoi les constructeurs allemands ne veulent pas s'ouvrir comme le font les Français, même si c'est comme. Ils ont tout intérêt à avoir à collecter l'information, parce que c'est ce qu'ils veulent, la collecte. Mais ils l'ont. C'est juste qu'ils l'ouvrent pas. Mais il y a deux batailles, il y a celle qui appartient au véhicule et la sécurité du véhicule, et celle qui appartient au conducteur ou au propriétaire ou au loueur. Ça fait des échelons qui sont diablement complexes. Qui a accès à quelles données, quand, pour quel motif. Mais tout ça, c'est des sujets aussi que la CNIL que la RGPD a contribué, et qui sont certes des contraintes, mais qui libèrent l'innovation, qui fait qu'on est en tête sur la protection des données dans le monde, que la CNIL a été un fort contributeur de la RGPD au niveau européen, et là-dessus un petit cocorico français quand même. Mais c'est vrai que parmi les enjeux, donc c'est par exemple cette idée de normes véhicules étendues, donc c'est l'idée que finalement toutes les données du véhicule vont transiter dans des serveurs qui vont être administrés par les constructeurs, et donc quelque part on se rend compte que en fait il y a une vraie volonté d'assurer la sécurité du véhicule par les constructeurs, parce que voilà, on a évoqué tout à l'heure les prises OBD, des fois on disait bon, si je sais pas, je suis pas professionnel de l'OBD, de me pencher dessus, mais en tout cas c'est vrai que des fois ils déclinent quand même toute responsabilité par rapport à des dispositifs qui seraient installés sans leur aval, ou en tout cas c'est des choses comme ça qu'on entend parfois. Donc c'est vrai que l'argument de sécurité des fois se brouille un petit peu avec l'argument aussi de tout simplement économique. En fait, c'est que on sent bien qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ces données, ça intéresse beaucoup de monde.
finalement elles viennent de notre véhicule, on a la main dessus, on a envie aussi de... Donc voilà, donc il y a ces deux choses qui se recouvrent et qui ne sont pas toujours faciles à démêler. Où est-ce qu'on doit tirer le trait?